Wicca Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, celui des communautés ésotériques en ligne. Oui, bonjour. On va essayer de voir un peu comment elles fonctionnent, comment le savoir et les expériences personnelles circulent dans ce monde numérique. C'est ça. Et pour ça, on a du matériel intéressant. Tout à fait. On a d'un côté des infos sur une plateforme qui s'appelle Wicca Podcast Radio. C'est un média dédié à l'ésotérisme, la Wicca, la sorcellerie, tout ça. Et de l'autre, On a carrément la transcription d'une de leurs émissions, Live Sorcières et Sorcières, Histoire mystique et magique. Elle est animée par ce qu'ils appellent l'équipe de la nuit des magiciens. d'accord. Donc l'idée, c'est de comprendre comment une communauté comme ça utilise le web pour échanger, pour transmettre des savoirs qui sont parfois anciens d'ailleurs. Exactement. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la place qu'ils donnent au vécu, à l'anecdote personnelle, intime même. On va regarder ce mélange entre la recherche d'une certaine érudition et puis le partage d'histoires très très personnelles. Et cette émission, La Nuit des Magiciens, va nous servir un peu de cas d'étude. C'est ça. Donc au programme, on regarde la plateforme Wicca Podcast Radio, comment elle se présente. Ensuite, le format de cette émission spécifique. La Nuit des Magiciens. Voilà. Et surtout, on va piocher dans les histoires que les animateurs eux-mêmes racontent, pour voir ce que ça dit de leurs croyances, de leurs pratiques, et puis de la dynamique du groupe, quoi. Allez, on commence par la plateforme alors. Wicca Podcast Radio. Déjà, ce n'est pas sorti de nulle part, si j'ai bien compris. Non, il y a un historique. Ça prend la suite de 2 anciennes web radios, Radio Arcadie et Wicca Radio, Ah oui, qui avaient été créées par une personne qui semble assez centrale, Mandala Chakras. Mais ces radios ont dû s'arrêter quand la plateforme Radionomie a fermé, en 2020. donc il y a une idée de continuité, ils n'ont pas lâché l'affaire, quoi. C'est ça, une certaine résilience. Et une ambition qui est clairement affichée. Ils se définissent comme le média des sorcières et de tous les mystères. C'est large. Ah oui, ça couvre pas mal de choses. Carrément. Wicca, sorcellerie, occultisme, mais ils parlent aussi de paranormal, de chamanisme, d'ésotérisme plus profond, comme ils disent. Une volonté de ratisser large. Et sous quel format? Des podcasts? Oui, des podcasts thématiques, des articles aussi, écrits par des passionnés ou des initiés. Ce terme initié, il est intéressant, il suggère une sorte de hiérarchie peut-être. De niveau de connaissance ou d'expérience. Voilà. Et puis surtout les émissions en direct. Ça a l'air d'être vraiment le cœur du réacteur. Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'importance donnée à l'interaction, à la communauté. Ah oui, c'est clé. Les sources mentionnent un chat très actif pendant les directs sur Twitch TV ou sur leur site. Ils ont un serveur Discord, le cercle des sorcières, une newsletter. C'est pas juste on diffuse et vous écoutez. Non, c'est clair. C'est pensé comme un écosystème, vraiment. Et à mon avis, c'est crucial dans ce domaine. Pourquoi? Parce que tous ces sujets, les expériences étranges, les ressentis, la magie, c'est souvent des choses dont on ne peut pas facilement parler dans la vie de tous les jours, non? Oui, c'est sûr. On risque de passer pour un peu bizarre. Exactement. Donc, créer ces espaces dédiés, ça permet non seulement d'échanger des infos, mais aussi de se sentir compris, validé dans ses propres expériences. Le sentiment d'appartenir à un groupe qui partage ça, c'est fondamental, je pense. Et au milieu de tout ça, il y a quand même une place pour le savoir plus classique, plus livresque. Oui, tout à fait. Ils ont lancé une nouvelle rubrique littéraire apparemment, Éveil et sortilège. Oui, animé par un duo, Dorian et Émilie, qu'on nous décrit comme très secret, très discret. Intriguant. Oui. Et leur but, c'est de présenter des livres qu'ils considèrent comme essentiels, des indispensables pour une bibliothèque de sorciers ou de sorcières. Ils citent Papus, Scott Cunningham, Kardec, des classiques du genre. C'est intéressant cette dualité quand même. Oui, c'est ça que je trouve frappant. D'un côté, on valorise les textes, les auteurs reconnus, le savoir écrit, codifié, et de l'autre, comme on le verra avec La Nuit des Magiciens, on met un accent énorme sur le vécu, l'expérience brute, personnelle, comme source de savoir légitime. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais les deux ensemble. Voilà, les deux coexistent sur la même plateforme. Alors justement, allons-y. Cette émission, La Nuit des Magiciens, live sorciers et sorcières. On a la transcription de leur première émission de rentrée. C'est Mandala qui anime. Oui, avec ses acolytes habituels, Philippe, Louze, Abus, et puis un invité, Michel, qui vient d'une autre radio, la radio du Lotus, le cadre est posé. Et le concept, c'est quoi exactement? C'est simple, mais
assez fort, je trouve. Chaque participant raconte une ou plusieurs anecdotes perso, des trucs vécus, liés à leur parcours spirituel, ésotérique, ou juste des phénomènes un peu étranges, quoi. Et ils insistent sur le côté réel. Ah oui, c'est martelé. Ce sont des histoires réelles. Et le ton est très relax, conversationnel. Il y a de l'humour, et ils disent vouloir parler sans tabou. Cette insistance sur le réel et le sans tabou, qu'est-ce que ça nous dit? Au-delà de créer une bonne ambiance. Pour moi, il y a un double enjeu. D'abord, c'est une façon de légitimer ces expériences, qui sont souvent subjectives, un peu hors normes. En les partageant publiquement dans un groupe qui les accepte, ça leur donne une validité. D'accord. Et le sans tabou? Ça permet sans doute d'aborder aussi les côtés moins reluisants ou plus flippants du cheminement. Ça donne une image plus complète, plus honnête de ce que c'est que de s'engager là-dedans. On sort de la théorie pure, on est dans la pratique, avec les réussites et les difficultés. Et les histoires qu'ils racontent sont hyper variées, si j'ai bien vu. Ah oui, ça part dans tous les sens. Prenons le thème des connexions, de la synchronicité. Il y a Philippe qui raconte sa rencontre avec Mélanie, une autre animatrice, apparemment via un site de magie. Oui. Et puis une expérience assez dingue d'écriture automatique à distance, où ils auraient reçu tous les deux des infos similaires sur le Covid, avant de se perdre de vue. Et de se retrouver par hasard un an après. C'est typiquement le genre d'histoire qui illustre comment ils voient la synchronicité. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est un signe. Exactement. C'est la preuve d'un lien ou que l'univers leur envoie un message, quoi. Ça renforce cette vision d'un monde où tout est connecté et porteur de sens. Et il y a aussi Abby, qui raconte une intuition très forte qu'il avait eue sur quelqu'un des années plus tôt. Oui, et quand il se retrouve, ça confirme son intuition. La personne a vécu une grosse transformation après avoir vu une voyante, et elle s'est découverte un rôle de passeur d'âme. Passeur d'âme. Voilà. Et là, on touche à d'autres thèmes clés pour eux. L'importance de l'intuition, l'idée de rencontre karmique, prédestinée peut-être, et cette notion de mission ou de rôle spirituel à jouer. Ces histoires perso, elles servent vraiment à illustrer et à renforcer leur vision du monde. Mais tout n'est pas aussi fluide, j'imagine. Il y a aussi des récits de confrontation plus intenses. Ah oui, clairement. Luz, par exemple, elle parle d'expériences nocturnes. Elle pense à la paralysie du sommeil, mais avec la sensation très nette d'une présence hostile. Flippant. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Elle décrit sa peur au début, et puis comment elle a décidé consciemment d'affronter cette énergie. Et apparemment, ça a marché. Les phénomènes ont cessé. Ah, d'accord. C'est une approche active, donc. C'est ça. C'est pas une position de victime. C'est l'idée qu'il faut apprendre à gérer ces confrontations avec des énergies jugées négatives. La peur existe, mais on peut la dépasser. Ça parle de développer une sorte de pouvoir personnel face à l'invisible. L'histoire de Mélanie est encore plus percutante, je trouve. Elle fait un lien direct entre lire un livre et vivre un truc terrifiant. Oui, le livre des esprits d'Alan Kardec, un classique du spiritisme pourtant. Et après l'avoir lu, elle décrit une nuit d'horreur. Des visages déformés partout, un froid glacial à l'intérieur et son compagnon qui aurait été carrément tiré du lit physiquement. Oula, oui, ça c'est un point très important qui ressort. La connaissance, même dans un livre, n'est pas neutre. Elle peut être chargée, potentiellement dangereuse si on n'est pas prêt ou pas protégé. Elle parle de protection d'ailleurs, non? Sauge, pierre. Oui, elle mentionne ça. Ça suggère une vision du monde où l'information elle-même peut ouvrir des portes sur des plans ou des énergies pas forcément sympas. Et où il faut savoir gérer sa propre vulnérabilité. Elle raconte aussi une anecdote plus légère, presque drôle. Une histoire de défunte impatiente qui lui aurait tiré les cheveux. Oui, pour attirer son attention. Et ce mélange du terrifiant et du presque banal, c'est aussi révélateur, je trouve. Ça montre que leur rapport à l'invisible n'est pas toujours grandiose ou effrayant. Ça peut être juste agaçant au quotidien. C'est ça. Et ça montre la diversité des interactions qu'ils décrivent. Des guidances subtiles, des attaques flippantes, des communications très terre-à-terre avec des défunts. L'invisible a plein de facettes dans leur expérience. Les lieux aussi semblent importants dans leurs histoires. Michel, l'invité qui est aveugle, raconte qu'il ressent les choses très fort dans certains endroits. Oui, au château de Gisors, lié aux Templiers, et à Brocéliande, près du tombeau de Merlin. Il dit que son absence de vue augmente sa sensibilité aux énergies des lieux. C'est le thème de la mémoire des murs, ça. Tout à fait. L'énergie des lieux. L'idée que certains endroits sont chargés par leur histoire, leur légende, ou même leur géologie, et que les personnes sensibles peuvent le capter. C'est une croyance très ancrée dans ces milieux-là.
Et Mandala, l'animateur principal, il va encore plus loin avec son expérience fondatrice au pic de Bugarash, un lieu connu pour son énergie spéciale, ses liens avec les ovnis. Oui, il parle d'une lumière intense, peut-être un ovni, et de temps manquant. Pour lui, c'est ça qui l'a mis sur sa voie, qui l'a poussé à créer ses radios ensuite. Donc là, le lieu, c'est plus juste un réceptacle d'énergie. Non, c'est un catalyseur, un déclencheur de transformation personnelle profonde, presque un lieu initiatique. Ça renforce l'idée que certains endroits sont des sortes de portails où le voile entre les mondes est plus fin. Il parle aussi du château de Fougerêne, hein. Ce château réputé hanté. Oui, et c'est intéressant parce qu'un petit débat s'installe entre est-ce que c'est vraiment authentique ou est-ce qu'il y a une part de business, du paranormal? Ah, il se pose la question quand même. Oui, cette tension est intéressante. Ça montre qu'il cherche aussi à discerner, à ne pas tout gober. Ils spéculent sur pourquoi les esprits resteraient là, mort violente, attachement, et ils évoquent le concept d'égrégore. L'égrégore, ok, c'est-à-dire? L'idée que l'énergie psychique concentrée des gens, par exemple, tous les médiums qui visitent le lieu, pourraient elles-mêmes créer ou amplifier les phénomènes. C'est une façon d'expliquer les ressentis avec les concepts de leur propre système de croyance. D'accord. Mais pour équilibrer tout ça, il y a aussi de l'humour, des moments plus légers. Ils appellent ça leur casserole spirituelle. Oui, et c'est essentiel, je pense. Mandala qui raconte un sabbat, un rituel important interrompu par des sangliers. Et ils finissent au bistrot du coin. Pas mal. Ça dédramatise, c'est sûr. Exactement. Ça montre que la pratique, c'est pas toujours parfait ou solennel. Il y a de l'imprévu, du ratage comique. Ça rend le truc plus humain, plus accessible. Et ça doit souder le groupe aussi, de rire de leurs propres péripéties. Mélanie aussi raconte un rituel amoureux qui a mal tourné. Ah oui, l'histoire du briquet qui explose dans la bougie et qui lui brûle les cheveux. C'est ça. L'amoureux n'est pas revenu, mais ça fait une bonne histoire. Voilà. Ces casseroles, ça montre que même les échecs, les maladresses, ça fait partie du chemin. Il y a une acceptation de l'imperfection. C'est une forme de sagesse aussi, de savoir rire de soi. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce qui ressort comme grandes idées de ces échanges? Quelle vision du monde ça dessine? D'abord, cette confiance énorme, presque absolue, dans l'intuition, dans le ressenti personnel, c'est présenté comme le guide numéro 1, parfois plus fiable que la logique. Ensuite, cette idée récurrente qu'il faut confronter ses peurs, ne pas subir les énergies difficiles, mais y faire face activement. Et puis la diversité des interactions avec l'invisible, c'est frappant. Guide, entité hostile, défunt. Oui, et les moyens de communiquer sont tout aussi variés. Écriture automatique, ressenti physique, vision, il n'y a pas une seule méthode officielle. Le rôle des lieux chargés aussi, c'est un thème fort. Tout à fait. Elle est la lecture des coïncidences comme des signes, des synchronicités. Et puis, il y a toujours cette tension, c'est dur de parler de ça dans un monde rationaliste, mais c'est vital de le faire au sein de la communauté pour se sentir compris. Et cette idée que toute expérience, même ratée ou effrayante, peut être une forme d'initiation, d'apprentissage. Exactement. Tout fait sens d'une certaine manière. Et c'est intéressant qu'il mentionne aussi, je crois que c'est Mélanie, des approches un peu plus techniques, comme la TCI, la transcommunication instrumentale avec Hans Otto Koenig. Ah oui. Ça montre une ouverture, une curiosité pour des méthodes qui essayent d'objectiver un peu les phénomènes, même si ça reste marginal. Ce n'est pas que du ressenti pur. Donc au final, ce qu'on voit, c'est une communauté ésotérique en ligne qui est bien vivante, très active, et où le partage d'histoires personnelles, c'est vraiment la clé de voûte. Oui, ces récits, du plus profond au plus anecdotique, c'est leur principal mode de transmission, de renforcement des croyances et de création de liens entre eux. C'est ce mélange qui est intéressant. On se réfère aux vieux grimoires, aux textes anciens. Mais le vrai grimoire vivant, c'est l'expérience collective, partagée. L'apprentissage par le vécu, même avec ses ratés et son humour, semble peser aussi lourd, sinon plus que l'étude théorique. Pour quelqu'un qui voudrait comprendre un peu ce milieu sans tomber dans la caricature, cette analyse donne justement ça, une vision de l'intérieur avec leurs propres mots, leurs propres histoires. C'est une fenêtre sur la manière dont une communauté construit et entretient sa vision du monde, sa réalité, grâce au numérique, mais surtout grâce à la force du récit partagé. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Et si le véritable grimoire d'aujourd'hui pour ces groupes, et peut-être même au-delà, ce n'était pas que les vieux livres, mais plutôt cette trame d'échanges vivants, d'expériences partagées, qu'elles soient mystiques, effrayantes ou qu'elles impliquent des sangliers? Une bonne question.
Qu'est-ce que l'écoute de ces histoires un peu limites, racontées si ouvertement, peut nous apprendre sur notre propre rapport, à nous tous, à l'invisible, à l'intuition, à cette part de mystère qui existe encore dans notre monde? Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.